Un événement d'une grande importance vient de se produire à Addis Abeba, qui selon moi ne retient pas l'attention qui lui est due. Le ministre rwandais du MINEMA, ministère chargé de la gestion des situations d'urgence, vient de signer un communiqué conjoint avec la RDC et le HCR concernant le rapatriement volontaire des réfugiés. Et ce document recèle des développements intéressants qui méritent d'être soulignés. Mais ce document soulève également une question que personne ne semble se poser. Voyons cela de plus près. Pour la première fois, et je souligne la première fois, le gouvernement de la RDC a formellement accepté d'identifier et de procurer des zones prioritaires pour le rapatriement des réfugiés congolais qui résident actuellement au Rwanda. Le communiqué annonce qu'à partir d'octobre 2026, la RDC procurera ces zones prioritaires basées sur des sondages intention de retour. Actuellement, il y a 84 456 Congolais réfugiés et demandeurs d'asile hébergés au Rwanda. Et jusqu'à présent, le rapatriement volontaire de ce groupe n'avait tout simplement pas eu lieu. Pas une seule personne n'était encore rentrée au pays, mais cet engagement change la donne. Il fixe une échéance à octobre 2026, transformant ainsi cet engagement en une obligation concrète et assortie d'un délai précis à laquelle les responsables pourront être tenus de rendre compte. Le deuxième développement majeur concerne l'accord visant à utiliser le poste frontière de Kamanyola, Sud Kivu, Bugarama, Rwanda, afin de faciliter le rapatriement de plus de 3600 réfugiés rwandais actuellement repartis dans la partie sud de la province du Sud Kivu. Il s'agit de personnes ayant déjà exprimé leur volonté de regagner leur pays. La RDC s'est également engagée à mettre en place un corridor de transit viable permettant à ces réfugiés, provenant de différentes localités du Sud Kivu, d'accéder à ce point de passage frontalier. Pour quiconque connaît la géographie du Sud Kivu, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un engagement logistique mineur. Cet engagement revêt une importance significative et la RDC s'est officiellement engagée à le concrétiser. Le communiqué souligne par ailleurs que plus de 400 réfugiés rwandais séjournent depuis plus d'un mois dans des centres de transit situés au Nord Kivu et au Sud Kivu dans l'attente de leur rapatriement. Dans ce contexte, le Rwanda a reconnu que la situation sanitaire liée à Ebola avait influencé le rythme du traitement des dossiers, tout en confirmant désormais l'utilisation du poste frontière de Kamanyola pour permettre le retour au pays. Il convient également de relever que la délégation a reconnu que les zones administrées par l'AFC M23 ne recensent aucun cas d'Ebola. Cette observation mérite d'être soulignée alors même que le gouvernement congolais affirme depuis longtemps que ces territoires ne disposeraient d'aucune capacité de gestion face à une éventuelle crise sanitaire liée à cette maladie. La position du Rwanda concernant les mouvements transfrontaliers a toujours été guidée par un principe de prudence et par la nécessité de protéger sa population. Dans cette perspective, l'on peut espérer que le poste frontière de Goma puisse prochainement être rouvert. C'est ici que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Le communiqué indique, et je cite directement le document officiel, que la République démocratique du Congo accueille 196 289 réfugiés et demandeurs d'asile rwandais, dont seulement 75 421 ont fait l'objet d'un enregistrement biométrique. Autrement dit, 120 868 ressortissants rwandais présents sur les territoires congolais ne sont pas enregistrés. Cela représente un écart de plus de 120 000 personnes. Je vous invite à prendre un instant pour mesurer la portée de ce chiffre. C'est l'équivalent d'une ville entière qui échappe à l'enregistrement biométrique. Alors une question s'impose. Qui sont ces personnes et pour quelles raisons ne figurent-elles toujours pas dans les registres officiels? Ces questions ne sont pas anodines. Elles soulèvent des interrogations fondamentales en matière d'identification, de suivi administratif et de compréhension précise de la réalité démographique sur le terrain. Lorsqu'un écart d'une telle ampleur apparaît dans les données officielles, il mérite une attention particulière et appelle à davantage de clarté.
Voilà la question que chacun devrait se poser, à mon avis. L'enregistrement n'est pas facultatif, il constitue la norme. Le système d'enregistrement biométrique du HCR est le principal mécanisme permettant d'identifier et de suivre les populations relevant de sa protection. C'est grâce à lui que les réfugiés peuvent accéder à une protection internationale ainsi qu'à des solutions durables. Dès lors, lorsque plus de 120 000 personnes d'origine rwandaise présentes en RDC ne peuvent ou ne veulent pas être enregistrées, une question s'impose. Pourquoi? Et la réponse, dans le contexte de l'Est de la RDC, cette question renvoie à une réalité bien précise. Les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Créées en 2000 à partir des vestiges de l'ancien régime rwandais défait et des milices génocidaires Interahamwe qui s'étaient réfugiées en RDC après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, les FDLR se sont donné pour objectif le renversement du gouvernement rwandais. Au fil des décennies, elles se sont profondément implantées au sein de certaines communautés de réfugiés rwandais dans l'est du Congo, particulièrement au sud Kivu, et précisément dans les zones où se concentre une grande partie de cette population non enregistrée. Les chercheurs ayant étudié cette problématique soulignent qu'après plus de 30 ans de présence dans l'est de la RDC, il est devenu extrêmement difficile, tant pour le HCR que pour les autorités compétentes, d'établir avec précision qui relève du statut de réfugié, qui appartient à la deuxième génération née en exil et qui est lié au FDR, directement ou indirectement. Par ailleurs, les dirigeants des FDLR se sont historiquement montrés hostiles au processus d'identification et de recensement. Une telle démarche permettrait en effet d'établir avec exactitude l'identité des personnes présentes ainsi que leur nombre réel. L'enregistrement biométrique rend visible. Il crée une trace permanente. Il associe un nom, un visage et des données biométriques à un registre officiel. Pour un réfugié souhaitant reconstruire sa vie ou rentrer volontairement au pays, cet enregistrement représente une protection et une opportunité. En revanche, pour une personne impliquée dans un groupe armé, pour quelqu'un craignant d'être identifié ou tenu responsable de ses actes, il peut être perçu comme une menace. Cette réalité contribue à éclairer une question essentielle. Pourquoi plus de 120 000 personnes demeurent-elles encore aujourd'hui en dehors des mécanismes officiels d'enregistrement? Mais il existe une question plus fondamentale encore, une question qui dépasse les statistiques et touche au cœur même de ce processus de rapatriement. Le communiqué se félicite du retour volontaire de réfugiés congolais depuis le Rwanda vers la RDC. Cependant, une interrogation essentielle demeure. Comment l'État congolais peut-il garantir un retour sûr et digne des réfugiés congolais Tutsis vers le nord Kivu et le sud Kivu, alors que depuis des années, il continue de collaborer avec armées ou tolérer certains groupes armés considérés comme l'origine même de leur exil? Il ne s'agit pas d'une simple question rhétorique. Le problème est bien documenté. Les FDLR ont pour des années bénéficié de formes de tolérance ou de coopération avec certains éléments des FARDC ainsi qu'avec les Wazalendo, qui enforcent les communautés Tutsi congolaises à être confrontées à l'insécurité, aux violences et à diverses formes de discrimination dans plusieurs zones du Kivu. Or, ce sont précisément ces communautés qui ont pris le chemin de l'exil. Ce sont ces familles qui sont aujourd'hui appelées à rentrer. Et la question ne se limite pas à la sécurité physique. Les discours de haine, les appels à la violence et les pratiques discriminatoires visant les Congolais Tutsis ont continué d'être signalés dans certaines régions de l'Est de la RDC, particulièrement dans leur zone d'origine. Dès lors, peut-on raisonnablement considérer qu'une famille ayant fui les violences, les persécutions et les menaces fondées sur son identité rentrera simplement parce qu'un accord a été signé à Addis Abeba? Cette interrogation nous oblige à réfléchir au véritable sens des notions de retour volontaire et de retour sécurisé. Le retour volontaire ne se résume pas à l'absence d'expulsion forcée. Il suppose l'existence de conditions réelles et durables
permettant aux personnes concernées de reconstruire leur vie dans la dignité. Il exige la sécurité, il exige la justice et surtout, il exige une garantie crédible que les causes qui ont conduit à l'exil ne se reproduiront pas. À quoi ressemblerait réellement une approche durable? Elle exigerait que plusieurs conditions soient réunies simultanément et non de manière successive. Premièrement, la neutralisation des FDLR ainsi que des réseaux Wazalendo opérant dans l'est de la RDC. Deuxièmement, le démantèlement actif des réseaux de haine ethnique, qu'ils opèrent en ligne ou sur le terrain. Cette mécanique de déshumanisation visant les communautés Tutsi et qui, dans l'histoire, a trop souvent précédé les violences de masse. Troisièmement, le renforcement réel des institutions de l'État. Une justice fonctionnelle, des forces de sécurité professionnelles et des services administratifs capables de protéger tous les citoyens, indépendamment de leur origine ethnique. Quatrièmement, la mise en place de véritables mécanismes de réconciliation communautaire, des espaces où les communautés peuvent reconnaître les blessures du passé, nommer les préjudices subis et construire les bases d'une coexistence durable. Sans ces fondations, la confiance des réfugiés envers tout processus de rapatriement demeurera, de manière compréhensible, extrêmement fragile. Or, la confiance ne saurait être réduite à une simple formalité bureaucratique. Elle constitue le moteur même du retour volontaire. Les populations acceptent de rentrer lorsqu'elles sont convaincues qu'elles pourront vivre en sécurité. Aucun communiqué, aussi soigneusement rédigé soit-il, ne peut remplacer cette confiance lorsqu'elle n'est pas solidement ancrée dans la réalité du terrain. Le communiqué d'Addis représente néanmoins une avancée réelle. L'engagement de la RDC concernant les zones de retour, l'ouverture du corridor Kamanyola-Bugalama, ainsi que la reconnaissance du rapatriement de 8 394 personnes depuis janvier 2025 constituent des progrès concrets qui méritent d'être reconnus. Les accords de paix de Washington de décembre 2025 ont créé une nouvelle dynamique politique. Et il est légitime que Minema cherche à traduire cette dynamique en mesures opérationnelles tangibles. Cependant, il serait prématuré de célébrer pleinement un cadre de retour volontaire sans obtenir des réponses claires à deux questions fondamentales. La première, qui sont les 120 868 ressortissants rwandais non enregistrés présents en RDC et quelle stratégie permettra leur intégration dans un processus officiel, transparent et vérifiable. La seconde, quelles garanties concrètes, mesurables et vérifiables la RDC est-elle prête à offrir aux réfugiés congolais Tutsi afin d'assurer que les groupes armés, les discours de haine et les discriminations fondées sur l'identité soient effectivement combattus et non simplement contenus ou reportés à plus tard. Au-delà des accords et des déclarations, tous ces réfugiés méritent trois choses essentielles: la vérité, la sécurité et les conditions réelles leur permettant de reconstruire une vie digne dans leur foyer.